Je voudrais maintenant indiquer brièvement les concepts importants qui ont été présentés dans ce module 2 et qu'il est utile de bien garder en mémoire pour la suite. Alors d'emblée, on a posé la question du rapport entre libre pensée et politique. C'est une question qui a été divisée en deux parties. D'une part, la critique du pouvoir, d'autre part, la question de l'établissement des faits, qui est liée à celle de l'existence du préjugé. Dans la section consacrée à la critique du pouvoir, nous avons d'abord abordé la question de la formation du jugement. Comment bien apprécier les problèmes posés? C'est une question qui est particulièrement difficile en ce qui concerne la vie morale, sociale, politique, laquelle est plongée dans l'histoire. Or, l'histoire ne se répète jamais tout à fait à l'identique. Il y a des leçons à tirer du passé, mais le présent est toujours, en quelque façon, nouveau. Donc avoir du jugement, c'est se montrer capable de bien apprécier les problèmes posés, de ne pas trop se tromper, sachant que le passé ne se répète pas et que le futur est évidemment incertain. Mais il y a des forces qui s'opposent à cet exercice du libre jugement. L'argument d'autorité fait dépendre toute thèse de celui qui l'énonce, et si Dieu parle par sa bouche, on ne pourra contester l'énoncé. Exercer sa pensée critique suppose que l'on envisage au contraire le contenu de la thèse, quel que soit l'énonciateur. L'exemple de Galilée, qui soutient Copernic contre l'Église, laquelle se référait au texte sacré, incarne bien la notion d'argument de raison. Alors la pensée critique a des adversaires extérieurs. On les connaît, le tyran, qui veut que le peuple aille dans le sens qu'il désire, et donc pense, pour ainsi dire, à sa place. Le leader religieux, qui use, comme nous l'avons vu, de l'argument d'autorité, et puis celui qui exerce un pouvoir totalitaire sur la société. On peut supposer que le tyran ne règne que par la force qu'il exerce et par la crainte qu'il suscite. Son pouvoir n'a aucune légitimité aux yeux du peuple. Un pouvoir légitime est une autorité à laquelle on obéit non parce qu'on en a peur, mais parce qu'on est d'accord avec elle. Il faut certes distinguer entre deux types de légitimité. Il y a d'une part une légitimité irrationnelle, donc on adhère sous le coup de l'émotion, on est ignorant, mais on est séduit, ou on a été dès l'enfance soumis aux effets de la propagande et de l'idéologie. Alors d'autre part, il existe une légitimité rationnelle. Là, on adhère parce qu'après avoir exercé correctement sa pensée critique, on est d'accord. Il n'y a pas que les obstacles extérieurs à la pensée critique. Les exemples du procès Eichmann, de l'expérience de Milgram et du fameux jeu de la mort nous montrent une gradation, une sorte de passage progressif des obstacles extérieurs aux obstacles intérieurs. Eichmann vivait dans un environnement extrêmement répressif. Cet obstacle extérieur l'empêchait de penser et d'agir par lui-même. Bon, ce n'était pas un héros, mais il avait également, si on suit la thèse discutable de Hannah Arendt, abdiqué tout jugement personnel, en obéissant aveuglément à l'autorité. Il était incapable de se mettre à la place de l'autre. Le citoyen lambda testé par Milgram vivait dans un environnement, lui, démocratique. Le savant ne pouvait pas le forcer à quoi que ce soit. Pourtant, par conformisme, il obéissait jusqu'à torturer un autre individu au nom du prestige de la science. Enfin, dans le jeu de la mort, l'obéissance était présente, avec la même intensité, alors qu'il s'agissait d'un pur divertissement. La seconde problématique concerne une activité apparemment facile, l'établissement des faits. Nous avons commencé par analyser la célèbre phrase de Poincaré sur la non-soumission de la pensée aux autorités humaines et aux préjugés, mais aussi sur sa soumission nécessaire aux faits eux-mêmes, comme il disait. Nous avons montré que cet établissement des faits était confronté à des obstacles considérables. L'idéologie, le préjugé systématisé, qui fait écran à la réalité, les simplifications qui séduisent. Et puis, il y a la question centrale du communautarisme. Ce dernier mène à une distorsion systématique des faits, de façon à présenter les nôtres comme les victimes de toujours, et les autres comme les bourreaux absolus. Ce communautarisme des faits signe la défaite de la pensée critique. Mais certains sont capables de faire le mouvement inverse et de balayer devant leur porte. On se rappellera l'exemple de Taslima Nasrin, qui nous a montré à quel point il fallait du courage pour affronter le préjugé communautariste. Pour conclure, reprenons la phrase de Poincaré. La pensée critique exige que l'on ne se soumette pas aux autorités humaines, mais que l'on se soumette, c'est un travail difficile, aux faits eux-mêmes. Et peut-être surtout aux faits qui dérangent, c'est-à-dire qui contredisent nos préjugés. Il faut absolument séparer ces deux types de soumission, sans quoi la pensée critique
ne pourra s'exercer valablement.